La précision bat la puissance. Une citation de Conor McGregor complètement incarnée par Sean O'Malley qui défendra son titre face au bulldozer infatigable Merab Dvalishvili. Notre combat principal de l'UFC 306 à la sphère est une opposition rêvée entre l'un des meilleurs strikers de l'histoire du sport et la machine de lutte, le seul combattant probablement capable d'enchaîner 25 rounds s'il le faut. Ce superbe combat pour la ceinture Bantamweight est le sujet de cet épisode du Game Plan avec Brian Boulan. Mais attendez, avant de commencer, dites-nous en commentaire qui a fait la meilleure intro Fight Minds. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue together. Yeah, bienvenue. 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 Sur Sur- Fight Mind. Yeah. Bienvenue sur Fight Mind. Bienvenue sur Edit it. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Dois-je vraiment te demander en quoi ce combat t'intrigue? Il y a plein de raisons, mais je vais quand même te le demander. C'est quoi ce qui sort du lot dans ton intérêt pour Dvalishvili contre O'Malley? Ce qui sort du lot, je pense qu'on s'attend tous à avoir une sorte de sniper comme ça, tu vois, prêt à éteindre, une sorte de fantassin qui court partout sur le champ de bataille, et puis en fait, savoir sur lequel tu mets la pièce, tu vois. Ouais. Et ouais, moi je m'attends à une guerre genre, tu vois, dans les films c'est Stalingrad, c'est ça, avec les snipers. Ouais. Ça te parle, ça? Ouais, je m'attends à ça, en fait. Je m'attends à ce genre de combat, tu vois, genre, c'est bon, il y a une fenêtre de tir, est-ce qu'il va réussir? Ah non, il est rentré, tu vois. Voilà. Ah, c'est Donc, excellent. J'aime bien l'image que tu reflètes là. et c'est comme ça que je vois le combat. Je suis pas sûr enfin, j'arrive pas trop à savoir si on aura un combat aussi intéressant techniquement que le dernier de Sean O'Malley, tu vois. Mm-hmm. Mais voilà, je pense que ça va être ça et j'ai vraiment hâte de le voir. Ouais, moi, je trouve qu'il y a plusieurs intrigues de chaque côté. C'est comme tu l'as dit, comment est-ce que Merab va casser la distance sans se faire allumer ou sniper dans le processus? Comment O'Malley va réussir à garder Merab loin de lui? Que vaut le grappling de Sean O'Malley? On spécule comme très sous-coté, mais il faut encore le voir si ça va au sol. Ça donne quoi si on arrive au 4e round? Voilà, moi j'ai plein de questions sur ce combat, j'ai très hâte de pouvoir le voir et nous on va l'analyser juste après notre Tale of the Tape. Le challenger Merab Dvalishvili affiche un palmarès de 17 victoires pour 4 défaites. Il commence à l'UFC sur 2 défaites pour enchaîner 10 victoires consécutives jusqu'à l'obtention de ce title shot. Surnommé The Machine, il a pour habitude de rouler sur ses adversaires pour la totalité du combat. 13 victoires à la décision sur les 17, tout aussi convaincantes les unes que les autres. 18-1, c'est le palmarès de Sean O'Malley signé par le billet du Contender Series en 2017. Depuis, il a cumulé 10 victoires pour une défaite et un no contest. 11 victoires par KO dans sa carrière professionnelle, 2 par soumission, ce qui nous donne un taux de finalisation à 72%. Le champion est long pour la division. 1m80 de taille, 1m83 d'allonge contre 1m68 de taille et 1m73 d'allonge pour le géorgien. Au-delà de l'opposition de style, nous avons donc une opposition de morphologie également. Y a-t-il une similitude? Oui. Le volume, mais encore une fois dans leur style respectif. Sean O'Malley touche ses adversaires 7,63 fois à la minute avec une impressionnante précision de 61%. C'est archi élevé. Merab de son côté met ses adversaires au sol plus de 2 fois par round avec 36% de réussite. Ça donne plus d'une tentative par minute sans jamais fatiguer. Les deux sont donc très entreprenants pour imposer leur force dans l'octogone. Merab Dvalishvili est sur 10 victoires de suite. Les 5 dernières sont contre Cody Stamann à la décision en 2021, Marlon Moraes par TKO au 2e round, José Aldo, Petr Yan sur 5 rounds et finalement l'ancien double champion Henry Cejudo en février de cette année. Une activité comparable pour le champion qui battait Paiva au premier round en 2021 avant son no contest face à Pedro Munoz. Il répond au gros step-up en prenant une décision partagée face à Petr Yan pour ensuite prendre le titre par KO contre le partenaire d'entraînement de Merab, Aljamain Sterling. Dans sa dernière sortie, il a défendu son titre et vengé sa seule défaite, c'était contre Marlon Vera à la décision en mars de cette année.
notre communauté a voté, Brian. On a un record Ouais. en termes de nombre de votes. On a 1800 votes, pour une fois que je m'y prends bien à l'avance. Et 65% voient un petit end still, qui favorise donc O'Malley. Ah Donc, ouais. ouais, c'est 65-35, c'est relativement serré. En général, on a des trucs beaucoup plus disparates sur les sondages. Bah, il y avait quelqu'un qui avait précisé en commentaire qu'il fallait bien faire attention à. Tu peux avoir 65% de gens qui voient un 55-45, tu vois. C'est ça. Et Mais les 35% qui voient Merab, ils le voient à 80-20, par exemple. exactement. Ouais. Au-delà de ça, je trouve ça intéressant, Parce que j'ai pas trop regardé les codes, je sais même pas qui est favori dessus. Ah, on en parlera à la fin du On en podcast. parlera après, ça. Mais je comprends et ça me rassure un petit peu. Merci à tous ceux qui ont participé, ça me rassure personnellement. Ah, top. Mais j'espère Sur, du coup d'être à la sur fin ce du que- podcast, mais Ouais, enjoy sur ce the que process. je vois, hein, sur ce que je vois. Ouais. C'est pas sur le fait que qui je veux voir gagner, hein. Sur ce que je vois et sur la potentielle issue du combat, ça me rassure. Ah, c'est ton analyse, mais qu'on va écouter maintenant. Donc, commençons par le challenger. Merab Dvalishvili, il est insatiable. Le mec impose une grosse intensité de combat. Il peut maintenir cette intensité pendant 25 minutes. Il est capable d'encaisser des grosses frappes. Il tape pas sur les soumissions comme on l'a vu contre Ricky Simon. Donc, il faut être capable de tenir son rythme et de le sortir inconscient de la cage parce que à l'UFC, c'est difficile de le sortir sur une décision aussi. Il y va à l'usure avec sa lutte. Comment est-ce que tu définirais son approche du MMA? Je pense que le terme de dirty boxing est pas mal adapté. Mhm. Donc le dirty boxing, c'est vraiment la capacité à accrocher, puis refrapper, accrocher, donc clincher, puis reboxer. Et il l'a très bien adapté avec des phases de lutte. Donc il va chercher, il va rentrer en lutte, un petit peu comme Ben Askren. Le plus important pour lui, c'est de prendre le contact. Et à la différence d'un Ben Askren qui trouve toujours, on va dire, le takedown, lui ne va pas s'épuiser non plus à obtenir à tout prix le takedown. Il va combiner derrière en anglaise. Et c'est très intelligent parce que pendant qu'il y a une défense de lutte, eh bien, les mains sont basses, les mains sont concentrées à défendre la lutte, tout simplement, le takedown, et c'est des très très bonnes fenêtres pour pouvoir boxer. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce qu'on travaille beaucoup à l'entraînement avec moi, notamment le mardi. Enfin voilà, c'est vraiment une forme d'influence de Dvalishvili, et je pense que c'est un peu l'avenir de ce qu'on pourra avoir en MMA, plutôt que des choses qui sont très dimensionnelles, tu vois. Mhm. Lui, il est vraiment en train de tout prendre. Et il lui manque quelques dimensions, mais ça on en reparlera. Mais il se situe vraiment sur cette ligne entre le striking et la lutte. Et bien évidemment, ça reste un excellent lutteur. Mhm. Et alors sa grosse particularité, son gros point fort, on en parle régulièrement, c'est son intensité et son cardio. Je pense que personne ne l'égale, même dans l'histoire de ce qu'on a pu voir en sport de combat, je me rappelle pas, ou je n'ai pas de référence qui surpasse, tu vois. Non, effectivement, je pense que c'est la référence de celui avec qui est capable de garder une si haute intensité pendant si longtemps dans un combat. Je pense qu'on a déjà eu on a évidemment déjà eu pas mal de combattants qui sont capables de tenir 25 minutes Ouais. sans la moindre difficulté, mais avec une telle intensité, c'est plutôt rare. On en avait parlé dans un podcast d'un peu l'avenir du MMA, les techniques qui vont se développer. Et toi, tu avais notamment parlé de ce coup de lutter pour boxer derrière et de beaucoup travailler sur les transitions et tout ce qui est absolument propre à 100% au MMA et qu'on retrouve dans aucun autre sport. Et Dvalishvili, effectivement, avec la manière dont il intègre la lutte dans son jeu, c'est typiquement ça, parce que comme tu le dis, il réussit, je pense, 36% de ses amenées au sol, mais les amenées au sol ratées sont assez souvent, je vais pas dire toutes, mais assez souvent des amenées au sol où son intention n'est pas spécialement de mettre au sol, son intention est d'entrer en lutte pour pouvoir boxer derrière ou juste pour pouvoir fatiguer ou juste pour donner une information supplémentaire à son adversaire. Moi, un point que j'ai noté aussi, c'est je trouve qu'il varie assez bien ses entrées. Il va entrer en lutte sur une feinte, il va entrer en lutte sur un jab, il va entrer en lutte sur son overhand en venant chercher le knee tap, il va travailler un combo et en dehors de ça, il fait beaucoup de feintes de changement de niveau pour constamment garder son adversaire sur la réflexion. Est-ce qu'il va me lutter? Est-ce qu'il va me striker? Est-ce qu'il va me striker pour me lutter? Est-ce qu'il va me lutter pour me striker derrière?
Et je pense que ça, c'est difficile à gérer pour un adversaire parce que tu es constamment en train de réfléchir à ce que lui fait et tu as moins de temps de réflexion pour développer ton propre jeu et construire ton propre jeu. Ouais, là je te rejoins entièrement. Je trouve qu'il est quand même très varié. Et puis, même si, enfin, son striking pour moi n'est pas du tout de très haut niveau, il a suffisamment de variété pour inquiéter un combattant un très bon striker. Donc il peut en une fois envoyer un high kick et de la jambe avant, et c'est des petites informations comme ça qui peuvent être très perturbantes pour l'adversaire. Ouais, c'est sûr qu'il y a aussi cette complexité où de temps en temps il travaille simplement et puis de temps en temps il envoie quelque chose qui sort un peu du lot et dont on n'a pas l'habitude de le voir balancer, notamment des spinning back fist. Sa seule victoire par KO, c'était avant l'UFC et c'est sur un spinning back fist. Plus tôt, tu disais qu'il y avait quelques faiblesses à son jeu. Parlons un peu de ça maintenant. Sur ses faiblesses, moi je pense qu'il est quand même relativement perméable. Donc on l'a vu prendre des coups, on l'a vu vaciller. Et je pense que il a une grosse tête et que c'est une cible facile pour pour un Shadow. Non, je pense qu'il est assez perméable. Je pense que la cible est plus facile et je pense qu'il a aussi des ouvertures au niveau du corps. Il a une garde relativement haute, il se déplace comme ça et donc il a quand même un buste assez large et ça reste une cible intéressante pour Sean O'Malley. Oh. Je suis d'accord, son système défensif est pas ultra développé. Garde haute, on le voit littéralement chiquer sur son protège-dents, genre je serre les dents et je rentre dedans. Et vu son style, il est beaucoup dans une zone d'échange. Ouais. Et forcément, il se fait pas mal connecter. Du côté du champion, Sean O'Malley, on a un véritable sniper, un maître de la distance, un maître du déplacement debout, excellent pour tendre des pièges, mais aussi pour créer des ouvertures. Il est rapide, il est capable dans les deux gardes. Il continue à peaufiner son jeu avec un arsenal technique qui semble infini en pied-point. Qu'est-ce qui sort du lot chez l'Américain ? Je crois que là t'as fait vraiment le... Moi, je pense que son dernier combat, franchement, à Sean O'Malley, c'est pour moi une sorte de référence de ce que tu peux faire de mieux en striking pour le MMA. Dans tous les déplacements, tu en as parlé, dans les combinaisons, une de ses grandes particularités, c'est sa capacité à shifter. Ouais. Donc c'est un droitier, mais on le voit quand il fait les passes, il travaille des deux gardes. Moi je trouve ça, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui dans le MMA moderne d'être aussi à l'aise dans une garde que dans l'autre. Je sais que certains coachs ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense qu'ils sont un petit peu trop influencés par la boxe anglaise, et je pense que la boxe anglaise a atteint des sommets de niveau où il n'est plus réellement possible, tu dois être parfait dans une seule garde, tu vois. Mais en MMA, ça reste différent. Et la preuve, on le voit, il y a de plus en plus de combattants qui sont capables de changer de garde et de boxer dans les deux gardes. Sean O'Malley en fait partie. Et il en a fait, il est champion. Il en a fait la démonstration. C'était contre Marlon Vera, où je crois que, je pense que tu peux prendre un cahier et noter tous ses déplacements, toutes ses techniques, et puis tu peux les bosser. Il y a de quoi faire, tu vois. Il y a de quoi faire. Voilà, pour moi, c'est ça. Droitier, contreur, tu l'as dit, il est capable de construire. Il utilise très bien les tips, donc ces petits front kicks qui rentrent dans le ventre, qui sont pas des push kicks, qui viennent pas pousser, mais qui viennent juste entre snap. Guillemets. Snap comme ça. Non, parce que snap, c'est plutôt avec l'arrière du pied. Non, mais qui viennent chercher à perforer. Tu viens, alors en karaté, il y en a qui viennent avec les doigts de pied comme ça. Ouais. Donc on le déconseille de le faire. Mais si tu pars, il y a une dimension des arts martiaux. Ils viennent renforcer ses doigts de pied et puis ils viennent avec une précision qui fait que ils arrivent à rentrer entre guillemets dans une partie molle de l'abdomen. Et puis alors c'est un petit peu un coup parfait. Si tu arrives à rentrer dans une partie molle avec tes doigts de pied, le gars il bouge plus après, tu vois. Ça fait pas du bien, c'est clair. Mais voilà, lui il envoie, il passe. C'est vraiment légèrement remontant. Ça passe dans le petit. Vous avez peut-être le petit triangle ici, sous les coudes. Donc, il n'y a pas de risque. C'est pas en remontant, parce que là, tu as un risque de cogner le coude et de te péter le pied. Et ça vient juste perforer. Et il n'y a pas eu de KO comme ça. Même si je pense qu'à l'entraînement, il en a placé plein.
Certainement. Et je pense qu'il y a certains adversaires qui ont un peu accusé le coup après un front kick. Voilà. C'est des frappes qui viennent vraiment construire le jeu, qui viennent gêner, qui viennent embêter, tenir à distance, obliger à descendre la garde. Donc, si t'es un Dvalishvili qui est haut et que tu vas la descendre, et donc tu libères la cible, qui est l'objectif principal de Sean O'Malley. Donc pour moi, ça c'est encore une de ses particularités. Et ça lui sert de piège aussi, hein. Contre Sterling, c'est front kick, step back, et puis il met son contre derrière. Ça pousse un peu Sterling à surengager derrière, parce qu'il y a cette distance qui est imposée par cette technique-là. Exactement. Et donc, en gros, ça c'est vrai que il va envoyer son type, il va revenir, et sur le retour, Sterling se dit c'est l'ouverture, mais en fait, il est tellement habitué qu'il est déjà placé pour pouvoir. Ouais, parce qu'il a pas fait que contre Sterling. Contre Sterling, ça amène au finish, mais dans d'autres combats, je pense qu'il a déjà un knockdown aussi. Je me demande si c'est pas contre Paiva, qui place un knockdown de nouveau sur front kick, je recule, je contre derrière. Et puis, je pense qu'il tape vraiment, il est très précis et je pense qu'il tape vraiment, vraiment fort. Ouais. Je pense que c'est. Quand tu vois le nombre de KO qu'il a à l'UFC, le nombre de KO sur une touche, je crois que j'avais fait un moment, un résumé après, je sais plus après quel combat, mais il y a très peu de combattants à l'UFC qui ont 4 KO sur un coup de poing, où c'est éteint derrière. Et O'Malley n'y est pas encore, mais il s'en rapproche. Pour un bantamweight, ça en dit long. Je vais peut-être dire quelque chose qui va surprendre ou hérisser les poils, mais je pense qu'à poids égal, il frappe plus fort qu'un McGregor. Il a plus de KO power qu'un McGregor. Je pense. McGregor, il va assommer, puis finir. Là, il éteint. Et c'est clair que c'est une division en dessous. Mais je pense, on verra à la fin de sa carrière, mais je pense qu'il va le dépasser sur ce plan-là. Il y a des chances. Il y a des chances, d'autant plus qu'il y a aussi des chances que sa carrière dure plus longtemps. Et qui tombe pas dans certains travers comme McGregor ou qu'il qu'il reste concentré sur sa carrière professionnelle. On verra, hein, c'est que de la spécu, mais ça peut il peut totalement dépasser les records de Conor. Il me paraît moins compétiteur quand même que McGregor quand même. Il me paraît moins, tu vois, il a d'autres passions dans la vie entre guillemets. Il aime bien l'argent, il a regardé un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait rapporter. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui va continuer même s'il perd ou tu vois. Je pense qu'une fois qu'il sera à l'abri, ça sera plus compliqué. Tu vas arrêter. Je pense que là, son objectif, c'est de dépasser un petit peu dépasser McGregor en termes de hype, de performance sportive. Et s'il réussit à le dépasser, je pense qu'après, il continuera pas. Ouais. On verra. L'avenir nous le dira. Moi, un truc que j'ai aussi noté, parce que je voulais pas noter les classiques qui sont jeux de fin. Enfin, voilà, on sait tout ça. J'avais noté front kick de bâtard par défaut. Et le deuxième point que j'ai noté, c'est volume, même dans la fatigue. Après les séquences de grappling contre Petr Yan, tu vois qu'il fatigue un peu, mais il envoie son volume en pied-point. Et il fait partie de ces strikers qui sont, parce que on en a déjà parlé sur le podcast. Michael Chandler avait dit ça, que ceux qui sont en background en lutte ou en grappling, ils ont plus cette habitude de performer dans la fatigue, alors que ceux qui viennent du pied-point, un tout petit peu moins, et ça se ressent. O'Malley, je pense qu'il a un peu cette faculté de, ok, je suis fatigué, mais la pire chose que je puisse faire maintenant, c'est récupérer sans rien faire, en étant inactif. Et je pense qu'il est capable de continuer d'envoyer du volume. Alors, il va diminuer l'intensité de ses frappes dans ces périodes de récupération, mais il va rester actif. Et ça, je pense que c'est quand même une très bonne manière de compenser un peu ce défaut classique des strikers par rapport aux lutteurs. Ouais, je pense. Je pense que c'est lié à sa manière aussi de s'entraîner, tu vois. Je pense qu'il doit faire beaucoup, tu vois, sur les sparring, il sait qu'il aura peu de fenêtres de tir, et donc il peut pas juste se remonter et commencer à tourner, se déplacer, parce qu'il risque de se faire à nouveau coincer à la cage. Et je pense qu'il travaille assez régulièrement à avoir des phases de lutte et grappling, et puis après des petites phases de striking, mais pas d'aller s'entraîner genre que en striking pendant 1 heure et que en grappling. Je pense qu'il a bien compris cette dimension que voilà, il aura peu d'espace pour le faire, il doit l'exploiter, et il l'exploite très bien, quoi. Ouais, vraiment très bien. Et faiblesse. Moi, j'ai juste noté ce que je viens de dire, en fait. En grappling, on sent que c'est énergivore pour lui.
On sent quand même qu'il fait un genre d'effort pour pas trop dépenser d'énergie, mais ça lui en demande encore beaucoup. Ça, c'est plus un ressenti qu'autre chose. Ça ne s'est pas retourné contre lui, ou on doit dire ça ne s'est pas encore retourné contre lui. Mais voilà, ça c'est la faiblesse que je noterais, parce que à l'époque, je pense qu'il y a 2-3 analyses, quand on parlait d'O'Malley, on avait cette crainte de sa fragilité parce qu'il se blessait de temps en temps, notamment aux chevilles et tout ce qui s'ensuit. Je pense que sur les derniers combats, on a l'impression que voilà, il y a une certaine maturité physique qui a été prise, ou en tout cas, il y a plus ces blessures, peu importe quelles étaient les raisons, si c'était physique, si c'était de fatigue, si c'était du surentraînement. Voilà, il semble être plutôt solide maintenant. Donc voilà, en dehors du grappling énergivore, et peut-être, ouais, les calf kicks, bah forcément, ça lui fait mal O'Malley. Écoute, moi je pense que Elle est passée inaperçue celle-là. Ouais, vas-y. Les calf kicks, ça lui fait mal O'Malley. Ouais. Ouais, pas mal. Je te rejoins moi sur le négatif. Moi j'ai noté physiquement paraît faible. Il y a eu des blessures. Faut quand même rappeler, on n'en a pas parlé, mais qu'il est très très grand pour la catégorie. Ouais, je l'ai dit dans le tail of the tape. C'est vrai que je devrais prendre l'habitude de l'envoyer avant, mais non, ouais, il y a pas de souci. Mais 1m80 pour un bantamweight, c'est vraiment grand. Moi je suis à 1,74, qui est relativement grand pour la KT. Et 1,80 c'est 6 cm, quoi. C'est immense. Et donc forcément, bah, t'as moins de musculature, t'es beaucoup plus maigre et beaucoup plus sensible aux blessures, hein. C'est logique, hein. Le muscle il vient protéger un petit peu ton squelette, tes articulations. Donc oui, je pense que c'est un point négatif, et notamment sur la poursuite de sa carrière. Est-ce qu'il va durer longtemps dans cette catégorie-là? Je sais pas. Mais pour moi, c'est un de ses. Je le vois pas monter de catégorie, tu vois. Je pense que c'est un de ses gros points forts aussi. Tu le vois pas monter de catégorie Je pense que cette allonge qu'il a, elle lui permet d'être où il est, tu vois. Ouais. Et c'est bien ce qu'on va. Ouais. Je pense que s'il passe en 66, eh bien, il aura des gars qui feront un 76, un 80 comme lui. Ouais, il devrait adapter son jeu, évidemment. Et ouais, mais ça, pour moi, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Mais ça dépend, en fait, tu vois. Il y avait Cerudo à un moment qui disait que si Volkanovski était champion, il voulait bien tester le triple champ. Ouais. Question de format, tu vois. Si c'était Holloway, il serait pas monté. Si c'était Volkanovski, il serait bien monté. Ouais. O'Malley, il pourrait avoir ce genre de réflexion aussi, tu vois. Il pourrait se dire, ok, je reste en bantamweight, mais dès le moment où il y a un champion dans la catégorie du dessus qui n'a pas cette taille et cette allonge, je pourrais monter, tu vois. Par exemple, Max Holloway, il monterait pas parce que Max Holloway est long, mais par contre, il pourrait être intéressé par Topuria, qui est plus petit. Oui, effectivement. Oui, t'as entièrement raison. C'est vrai que quand on monte de KT, moi, dans ma tête. En one shot, quoi, tu vois, il pourrait monter en one shot. Ah oui, en one shot, ouais. Ouais, tu as entièrement raison, et c'est vrai que ça pourrait être cool. Et ça pourrait être intéressant. Je l'avais noté sur la fin du podcast. C'est celui qui m'intéresserait le plus entre les deux, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et alors, sur la question de la lutte et du grappling, hein, qu'on classe dans les points négatifs, je pense quand même qu'il faut souligner qu'il a une progression en lutte et en grappling qui est, je trouve, hein, personnellement, assez bluffante. Parce que je pense que quand il a signé à l'UFC, il avait quoi, à peine il avait un niveau de ceinture bleue, peut-être. Ouais. Et pour moi, il était éclaté au sol. Littéralement. Excusez-moi l'expression, c'est ça. Mais pour moi, il était pas terrible du tout. Et on l'a vu donc sur des compétitions, c'était EBI, je crois. Quintet, en tout cas, il a gagné contre Gomi par guillotine. Ouais, enfin, il a été assez impressionnant sur le quintet. En lutte, le duck under qui place à Peter Yan, c'était. Ouais, voilà, fin de premier round. C'est des habilités en fin de round, c'est des habilités qui sont travaillées. Sa défense de lutte contre Sterling, je trouve aussi. La défense de lutte contre Sterling, très très bonne. Enfin voilà, je pense qu'il y a encore de la progression, encore et encore, et je suis persuadé que ça va continuer. Donc, il y a une vraie progression chez lui. Ouais, je trouve ça très impressionnant. Il a quel âge? Je me rappelle même plus. Il est jeune, hein. 29. Il y a encore une marge. Ok, là en élaborant les deux profils, on sent que ça va être un combat bien chaud. Ça va péter des flammes. Ça va être Fuego Loco. Bon, je suis peut-être nul en espagnol, mais
Je suis encore plus nul en placement de produits. Par contre, les produits qu'on place sont quant à eux de très bonne qualité. À l'occasion de l'UFC 306, le jour de l'indépendance du Mexique, Onae lance son nouveau savon Fuego Loco avec du piment de Cayenne et sans le moindre ingrédient douteux, comme sur tous leurs savons de toute façon. Vous avez moins 10% sur tout le site avec le code FM10. On vous met le lien en description. Faites-vous plaisir, faites plaisir à votre peau, faites plaisir à vos partenaires d'entraînement et à votre entourage en sentant bon. Brian, toi, tu as sélectionné tes savons préférés, donc si vous voulez Ouais. copier et sentir comme Brian, voici lesquels sélectionnés. Alors, clairement, mon préféré, et c'est pas parce que c'est un ami, hein, mais c'est celui de Morgan, le King Mogo. Je trouve que franchement, l'odeur, incroyable. Savon noir, tu vois, moi, je kiffe. Ça, Et en c'est plus, c'est peau, visage et cheveux, celui-là. Il fait les Ouais. trois. Pour moi, c'est le top. Et, et celui du Lazy King aussi, odeur incroyable. Et alors, Attention aux celui- soumissions, hein, avec celui du Lazy King dans votre douche, défendez bien. Et c'est écrit Lazy Bogos Champ. Non, ça c'est les deux. Ouais, franchement, tout ce qu'il y a dedans, miel de Provence bio, musc, café exfoliant, beurre de karité bio, enfin c'est nickel. Et alors celui qui m'étonne, mais je vais pas le tester tout de suite, Stockton, tu vois. Mais ça, je sais pas trop parce que ça sent un peu la bœuf. Et Ouais, le problème que j'ai, c'est que moi, quand je transpire, j'ai tendance à sentir la bœuf. je confirme. C'est trop bizarre. Je comprends pas. Pourtant, je ne fume pas. Mais ça, je sais pas trop. Donc, je vais peut-être le tester pour rigoler. Mais si c'est pour sentir la même chose que je sens quand je transpire, ça va être bizarre. On va croire que tu transpires tout le temps. Non, par contre, mon double choix, c'est ceux-là, quoi. Et je testerai les autres, mais ça, c'est vraiment ce que j'attendais. Et je suis pas déçu en plus. Ah bah voilà, merci à Onae. Et donc si vous voulez profiter, ben, c'est le moment, moins 10%, FM10 sur le site qu'on vous met en description. Ok, game plan. Bon, on n'a jamais vu Merab face à un grand en taille. C'est assez choquant, tu passes au travers de ses adversaires. Le plus grand, c'est Mm. Terrion Ware, 1m73. Ça remonte, c'est sa première victoire à l'UFC. Ça remonte à 2018. Mm. Depuis, ils sont tous en dessous de 1m70. Le seul qui faisait 1m70, c'est José Aldo. Ils sont tous beaucoup plus petits. On a des Staman, on a des Dodson, on a vraiment les plus petits de la catégorie. Donc, en d'autres termes, il n'a jamais dû combler un énorme gap dans un combat. Ouais. On sera assez d'accord pour dire que c'est la clé prioritaire ici, c'est de trouver ses entrées en lutte sans se faire éteindre en cassant la distance. Sean O'Malley, lui, de son côté, je trouve qu'il n'a pas eu beaucoup de gars qui ont réellement cherché à le mettre sur son dos. Vera, ridicule, il a tenté 0 fois sur 5 rounds. Aljo, il a eu le temps d'essayer que 2 fois, en vain. Peterian a réussi 6 amenés, mais il n'a pas été capable de créer un réel schéma offensif derrière, ou en tout cas pas souvent. Donc pour moi, cette stat, peu de gars cherchent à l'amener au sol, c'est très parlant. C'est un peu comme Cyril Gane avant son combat contre Ngannou, pardon. Je pense sincèrement que les gars sont pas débiles. Ils rentrent dans la cage en se disant j'affronte Cyril, j'affronte Sean, je dois l'amener au sol, je dois le lutter. Mais une fois qu'ils sont dans la cage, ils se rendent compte de la distance qui est imposée. Elle est différente que d'habitude. Les angles sont différents. L'agilité, la finesse des déplacements fait que c'est difficile de trouver son angle et sa distance pour rentrer en lutte. Ils voient des menaces dans le tunnel du lutteur, ça les refroidit. Donc voilà, pour rebondir, le seul qui a vraiment réussi à imposer un peu de lutte contre O'Malley, c'est Peterian, parce que il a eu ce succès debout. Et il a pu faire peur à O'Malley debout, ce qui lui permettait de mettre de la pression et ce qui lui permettait de trouver des portes ouvertes pour la lutte. Je sais pas ce que tu en penses, mais du coup, pour Dvalishvili, quel stratagème est-ce qu'il doit exécuter pour arriver à ses fins? Pour moi, il doit vraiment, vraiment bosser. Je pense pas qu'il puisse se permettre de faire ce qu'il fait habituellement. Je pense que s'il casse la distance, il boxe pour casser la distance, lutte pour boxer, etc., il y aura trop de fenêtres exploitables pour Sean O'Malley. Je pense qu'il doit partir du principe qu'il doit s'y mettre la main dessus, mettre ses épaules au sol, comme tu l'as dit, et le finir au sol. Et venir pour un finish. Terminer le temps des décisions, etc. Et là, il faut soumettre l'ennemi, tu vois. Donc pour moi, ça doit être sa priorité, quoi.
Et je le vois être capable de le faire, tu vois. Je le vois être capable de le faire. Et je pense que c'est son meilleur chemin pour la victoire. Euh, Maintenant, voilà, je suis pas dans son camp, je suis pas dans sa tête. Ça se trouve, il se débrouille très très bien contre des longilignes, et ça se trouve, il a un menton qui est incassable, tu vois, Mhm. et qui pourrait l'emporter à la décision, parce que je pense que beaucoup d'observateurs le voient l'emporter à la décision. Ouais. Ouais, c'est vraiment, je trouve ça très complexe en fait. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je vais commencer par là. Le fait de chercher à le finir, parce que si tu le finis pas, ça veut dire qu'à chaque round, tu dois Mhm. trouver ton chemin vers le sol sans te faire éteindre. Donc à chaque fois qu'il y a une reprise de round, bah, tu te retrouves debout et tu dois recommencer ton process. En plus de ça, c'est pas parce que tu l'amènes au sol que c'est fini. Merab, c'est un très bon lutteur, un très bon grappleur. C'est pas non plus un Khabib où une fois que tu es sur ton dos, bah, tu te relèves pas avant la fin du round. Donc cette recherche du finish, ouais, doit être beaucoup plus proactive que dans les derniers combats Ouais. qu'on a pu voir de Dvalishvili. Et pour casser la distance, c'est compliqué parce que je regardais O'Malley contre Petr Yan. Je trouve que les middle kicks de Petr Yan fonctionnaient très bien pour cadrer O'Malley. Mhm. Après, j'ai regardé Sterling contre O'Malley. Et à chaque fois que Sterling mettait la pression, il essayait d'envoyer un middle kick et pouf, Sean O'Malley se déplaçait du bon côté et reprenait le centre. D'ailleurs, Mhm. tu parlais des déplacements d'O'Malley contre Vera, mais je trouve que contre Sterling aussi, c'était méga propre parce que il Ah se ouais, déplaçait ouais. pour pas se faire cadrer. Et dès qu'il arrivait à faire reculer Sterling, il prenait cet espace. C'est vraiment un jeu de Mhm. centimètres avec O'Malley. Il fait les bons choix à tout moment en termes de déplacement. Mhm. Et donc Mhm. ici, tu vois, j'étais un peu en mode, ouais, Merab, on le voit envoyer des middle kicks, mais là, ça a fonctionné pour Petr Yan, mais le combat d'après, ça n'a plus du tout fonctionné. Mhm. Je crois que la pression est obligatoire, mais il faut pas te jeter, il faut pas surengager contre un gars comme O'Malley. Et si tu trouves pas la finalisation, peut-être la patience, tu vois, il a 3 rounds à prendre. C'est potentiellement dans les 3 derniers qui peut le faire le meilleur de son travail en ayant investi sur l'énergie dans les 2 premiers rounds. Donc il faut être capable de éventuellement ne pas gagner les 2 premiers rounds à tout prix, mais en tout cas rendre O'Malley fatigué dans les 2 premiers pour commencer à vraiment développer son jeu dans le Mhm. troisième. Ouais, donc c'est pour ça que moi je pense qu'il doit vraiment baser son game plan sur le contrôle. S'il réussit à mettre la main dessus, ce qu'il réussira, hein, c'est pas Sean O'Malley, c'est pas non plus un dieu qui il te touche, il t'éteint, tu vois. Mhm. Et je pense qu'il va réussir à mettre la main dessus. Mais par contre, je pense qu'il doit clairement contrôler pour prendre de la fatigue et avoir une stratégie, tu vois, de, de- d'évolution au sol pour soit prendre le dos, soit pour prendre la monte et de tabasser tout simplement, d'obtenir un finish. Et je pense, alors je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui étudie énormément Merab, ses adversaires. Je sais pas à quel point il les étudie, tu vois. J'ai aucune idée. En tout cas, il impose son jeu. Et très souvent, ceux Mm. qui imposent leur jeu dans la cage, on a cette impression qu'ils sont un peu moins dans l'étude parce que Ouais. ils changent pas leur propre style puisque c'est eux qui viennent. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu peur. Moi, je pense qu'il va vouloir imposer son jeu sans trop le modifier. Et effectivement, je rejoins un peu nos auditeurs. Je vois beaucoup plus de chemin pour la victoire de Sean O'Malley. Je préfère, entre guillemets, être dans les baskets de Sean O'Malley sur ce combat-là. D'autant plus que Sean O'Malley me paraît être quelqu'un qui analyse beaucoup. En tout Ah cas, Tim ouais. Welsh, Ah son oui, oui, coach, oui. m'a l'air d'être fort dans le détail de l'analyse. Ah oui, ça Il c'est viendra avec les sûr. combinaisons Ah oui, c'est adaptées, les sûr. déplacements adaptés, les pièges adaptés. Mm. La force de Merab, c'est plutôt le fait d'avoir Sterling dans son coin. Ah, d'ailleurs, je disais que Merab n'avait jamais affronté de grand. Ouais. Sterling, son partenaire d'entraînement, c'est 1m73, si je dis pas de bêtises. Donc, on n'est pas encore dans le format de O'Malley, mais au moins, on a quelque chose qui s'en rapproche un peu plus que ces derniers combats. Et donc, ouais, Sterling l'a affronté. Donc, il y a peut-être des petits tips qui peuvent être donnés sur les 6 minutes que ça a Mm. duré. Mais voilà, à voir comment Il il a, exploite ça. Merab, il a affronté, je crois, un seul très grand, mais je te parle de ça il y a 10 ans, peut-être, je sais pas. Avant l'UFC alors. Avant l'UFC. Ah, je suis même pas allé voir jusqu'à. Il y a 10 ans, exactement. Ricky Bandejas, tu Banderas. connais? Non, Bandejas, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais non, le Ricky combattant, ça me dit Bandejas, rien. c'est un gars qui était au Bellator, qui, Ah, ok. Ah, enfin 3-4 au voilà, hein, Bellator. Ouais. qui avait battu James Gallagher, là, tu sais, avec je crois que c'était un front Ah, kick dans la bouche, oui, oui, il oui, avait oui. éteint la hype. Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est ouais, la deuxième défaite de Gallagher, c'est ça?
je crois que non, je crois que c'était sa toute première, Ah ouais, sa première. c'était sa grosse première défaite et Ah, ça waouh, avait été, ouais, enfin ok. voilà, c'est un peu ce qui l'a entraîné vers sa chute et il avait une très belle victoire aussi contre Franz M. Lambeau. Hmm, Il se fait saisir la jambe et il met un crochet, tu vois, ok. assez impressionnante et il a battu Merab Dvalishvili à la décision Ah et ouais, il fait hmm, 1m78. ok. Bon, c'était il y a 10 ans les amis, mais bon quand même, on note. Ouais, c'est intéressant, ouais, parce que justement, je voulais aller voir s'il y avait pas un truc comme ça et je me suis arrêté juste sur la carrière UFC de Dvalishvili. J'aurais dû aller un tout petit peu plus loin pour voir ça. Donc oui, pour en revenir, moi je pense il doit casser cette distance, il y arrivera. Mais par contre, il doit diminuer les moments où Sean O'Malley est sur ses jambes. C'est là où il aura le plus d'ouverture. Et il doit contrôler pour fatiguer, comme tu dis, pour pouvoir peut-être mieux s'exprimer dans les derniers rounds. Mais je le vois aussi être capable vraiment d'avoir modifié légèrement son jeu et d'aller chercher un finish, d'escalader, entre guillemets, un Sean O'Malley qui est mis au sol. Donc escalader soit pour rejoindre la montre, soit pour prendre le dos Mhm. et d'éteindre la hype à son tour, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai que s'il n'arrive pas à amener au sol, j'aime pas prendre ce combat comme référence parce que les gens ont tendance à oublier que c'était en altitude et que ça s'est ressenti pour l'un comme pour l'autre. Mais Dvalishvili, c'est 16 tentatives d'amener au sol contre José Aldo, 0 qui réussit, mais il gagne le combat grâce à du dirty boxing à la Mhm. cage, du contrôle à la cage, etc., etc. Parce que si je regarde les Ouais. stats ici, ouais, on a plus de 5 minutes de contrôle pour Merab. Donc un tiers du combat a été contrôlé pour Merab à la cage, 0 secondes pour José Aldo. Mais par contre, ouais, 16 tentatives d'amener au sol, aucune qui ont fonctionné. Bon, là, on va remettre le crédit là où il est dû. José Aldo, sa défense de takedown, c'est exceptionnel. Mais donc, Ouais. ouais, il y a aussi ce chemin-là, c'est euh, Merab dans son jeu, comme on l'a dit plus tôt, il va lutter pour produire quelque chose derrière, pas spécialement pour amener au sol. Ici, je pense que c'est plus dans son intérêt s'il a une entrée en lutte, pas de striker derrière, mais de pousser à la cage et d'aller prendre du temps de contrôle, fatiguer, peser sur les bras et chercher à créer Mhm. une dette d'énergie, comme aime dire Aldric sur la chaîne, pour pouvoir capitaliser dessus un peu plus tard dans le combat, à partir du troisième round en tout cas. Ouais. Pour O'Malley, quelles sont les grandes lignes pour garder le combat dans son jeu? Ah bah, je pense que c'est clairement faire ce qu'il fait de mieux, donc le garder à distance, Mhm, utiliser ses types, ses déplacements mhm. et chercher le contre, hein, trouver la fenêtre de tir, chercher le contre et l'allumer, tu vois. Ouais. Je pense que je pense qu'il a 5 rounds. Je pense qu'on n'est pas sur la même dynamique qu'il avait contre Peter Yan où c'était en 3 rounds. Et le 3 rounds pour moi était, je veux pas dire de bêtises, mais pour moi, de mémoire, de souvenir, pour moi c'était à l'avantage de Peter Yan sur 3 rounds. Toi, tu aurais vu. Euh, Bah oui et non, parce qu'en fait, Peter Yan, Ah oui, c'est vrai son qu'il gros démarre. défaut qu'on lui donnait à chaque Ouais, fois, c'était de ouais, c'est commencer vrai. tard. C'était de commencer tard. Ouais, Et c'est vrai. justement, l'analyse qu'on avait un peu faite à l'époque, c'était bah, c'est bien pour Peter Yan de revenir sur des combats en 3 rounds, parce que Mhm. ça va lui permettre de retravailler sur ce côté, bah, je suis Ouais. obligé de commencer Ah oui, fort. c'est ça. Maintenant, la Ouais. façon dont s'est déroulé le Le combat, combat, c'était plutôt, ça faisait plutôt penser à l'inverse. voilà, C'est c'est ça. ça, hein. C'est ça. Mhm. Donc oui, donc moi c'est vraiment ça. Je pense il doit se déplacer pour éviter. Je pense pas qu'il doit chercher à défendre. Enfin, qu'il ait à bosser les défenses de lutte au contact, au scramble, tu vois. Mhm. Je pense qu'il doit vraiment travailler sur ses déplacements Ouais. et sur ses frappes quand Merab va rentrer. Mhm. Je pense que lui aussi doit être relativement agressif si Merab contacte. Sean O'Malley, il utilise très peu ses coudes et ses genoux, tu vois. Ça, c'est un axe d'amélioration, je trouve, dans Mm, son mm, jeu. mm. Ouais. Mais je pense qu'il a la possibilité de pouvoir le faire et de pouvoir lui aussi je mettre de l'information sur ces phases-là. Mhm. Voilà. Peter Yan, je trouve, il a pas mal touché avec ses coudes en début de combat contre Merab. Quand ça venait au Ouais. clinch, pour sortir du clinch, il plaçait un petit coude, il sortait, ça passait plutôt bien. Ouais. Et puis je crois aussi que c'est un combat qui doit se préparer vraiment en amont sur Merab Dvalishvili. On avait vu un Cerudo qui avait exploité une habitude de Merab. Tu vois, quand Sur Merab le il se crochet fait mettre. gauche. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Ouais, Merab il se se fait fait mettre. connecter par Moraes sur un crochet gauche Voilà. et Et il lui,
Et Cerudo aussi. Cerudo lui met exactement la même, quoi. Ouais. Donc, c'est clair que pour moi, Merab, il est beaucoup plus étudiable. Ouais. Oui, clairement. Là, je suis à 200% d'accord. Il est un peu plus linéaire aussi, donc sur les déplacements, O'Malley, il sait se déplacer vraiment dans toutes les directions, diagonale, latérale, in and out. Ici, il va devoir plus exploiter le latéral, je trouve, justement pour complexifier la tâche à Merab. Et j'ai rien à ajouter sur ton analyse, les déplacements proactifs qui ont pour but de pas laisser un angle à Merab et garder de l'espace derrière lui au besoin, toucher de loin sans s'exposer à des entrées en lutte réactives, jab, front kick majoritairement, beaucoup de single shots, pas trop de combinaisons au début. Les combinaisons, encore une fois, c'est sans mettre son poids trop vers l'avant et montrer du danger proactivement dans l'axe du lutteur, quoi. Il l'a fait contre Aljamain, tu vois, il montre son uppercut arrière, il montre les front kicks, ça montre un genou dans l'axe aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on parle d'un facteur X dans ce combat? Blessure à l'arcade, soupçon de staphylocoque chez Merab. Est-ce que tu tiens compte de ça ou on part du principe que Oui, pas moi je t'avoue d'inquiétude? que je tiens compte. Là, on parlera des cotes, mais oui, clairement. Clairement, pour moi, ça avantage. Mais bon, voilà, c'est un facteur X qui est exposé, tu vois. On Ouais. connaît pas du tout le fight camp de Sean O'Malley. Ça se trouve, il s'est blessé à la main parce qu'il a tapé trop fort à l'entraînement, tu vois. Ouais, voilà. Ça, c'est ce qui est visible, mais effectivement, de l'autre côté, on n'a aucune garantie que O'Malley sera à 100%. Moi, ça me conforte légèrement, on va dire. C'est ça. Ok. C'est pas du tout comme. Ouais, moi, ça me conforte, on va dire ça comme ça. Je vois un Sean O'Malley favori sur ce combat. Et le fait d'avoir eu un Dvalishvili qui a été ouvert à l'arcade, qui a des suspicions de staff, je vais rajouter quoi, 2%, tu vois. Ouais, d'autant plus que maintenant que tu le dis, quand O'Malley est passé la dernière fois sur le Joe Rogan, il a dit, bon après, tu dis ce que tu veux encore une fois, mais il a dit qu'il était blessé au dos dans son training camp contre Sterling et qu'il n'avait pas beaucoup pu lutter pendant le camp d'entraînement pour se préparer à son title shot. Ce qui signifie que le gars, comme beaucoup, va rentrer, enfin, est capable de rentrer blessé dans la cage, préfère rentrer avec une petite blessure que d'annuler un combat. Exactement. Et moi, je pense que c'est vrai, hein, parce que comme il est grand comme ça, je pense que forcément, tu as beaucoup plus d'amplitude au niveau du dos et tu subis, hein. Tu subis les charges adverses, hein, quand t'es grand. Ouais. Alors, on en arrive. Toi qui n'as pas regardé les cotes, je vais les donner. Donc, selon notre sponsor unibet.fr, c'est serré. C'est très, très, très serré. Sean O'Malley, léger favori à 1,76 contre 1,95 pour Merab Dvalishvili. Grosso modo, 53-47 à l'avantage du champion. Ah ouais. Pour toi, c'est peut-être un peu trop serré? Oui. En gros, non. Je t'avoue que j'aurais fait les cotes il y a un mois, tu vois, quand c'était annoncé. J'aurais été vraiment très serré. J'aurais du mal à me prononcer. J'aurais pu vraiment vu un 50-50, voire légèrement un petit avantage pour Merab, tu vois, vu l'intensité, etc. Plus le combat se rapproche, et plus je me dis que non, Merab, il va pas. Je le vois pas aller s'entraîner avec des snipers d'élite, tu vois. Je le vois pas. Je le vois continuer son truc, son petit bonhomme de chemin et continuer ses entraînements à fond, etc. Et ça passe ou ça casse. Et je vois plutôt Sean O'Malley favori. Dans ma tête, je peux être capable de monter à 60-40, tu vois, à son avantage. Moi, ça m'arrange les cotes. Hein, Ouais, clairement. Ouais, je pense 50, ouais, tout ce qui est entre 55 et 60% pour O'Malley me semble justifié. Après, je peux clairement entendre quelqu'un, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un en commentaire venir nous dire, bah non, il y a ça qui joue en faveur de Dvalishvili. Je peux entendre un argument qui va dans l'autre sens. Je me demande d'ailleurs si, à mon avis, si on analyse l'évolution des cotes, c'est pas impossible qu'à un moment Dvalishvili soit passé favori ou est même ouvert favori, parce qu'il me semble que pour moi, c'était ça. Hein. Quand O'Malley avait pris la ceinture à Sterling, il y a un site qui avait balancé les cotes sur les potentiels adversaires de O'Malley, et je me demande si Dvalishvili n'était pas favori à ce moment-là. Donc, je pense. Et je suis persuadé que s'il y a un de nos auditeurs qui a pu voir Dvalishvili à l'entraînement avec des très très bons strikers longilignes, il va nous dire non les gars, vous vous trompez, tu vois. Et de l'autre côté, c'était quand? Quelle journée? Mardi? La semaine dernière, j'avais un gars qui est venu s'entraîner chez nous.
un invité qui s'entraîne aux États-Unis avec au club de Sean O'Malley. Et je lui dis, vas-y, tu vois qui, toi? Il me dit, non, oublie, ça va être Sean O'Malley, il va l'éteindre, c'est sûr, tu vois. Et donc, Ouais. tu vois, je pense que l'idéal, ce serait d'être dans chaque camp d'entraînement, et comme ça, mais voilà. Ah ouais, tu peux y voir un peu plus. Et encore, parce que t'as encore cette distinction entre ce qui est fait à l'entraînement versus ce qui est fait en Ouais, combat, mais c'est clair que c'est assez difficile. En un sens, tu te dis, ça peut aller dans les deux sens en mode boulevard. ouais. Tu peux avoir un combat où Ah bah oui. t'es là, il y avait aucune question à se poser, autant pour O'Malley que pour Dvalishvili. Ça se trouve, Dvalishvili, il shoot la première fois, il fatigue à mort sur le premier round, il garde les Et 4 minutes ouais. 30 de contrôle, et Mm. dans le deuxième round, il a un boulevard avec la prise de confiance, etc., etc. Et de l'autre côté, ça se trouve, comme on a un peu expliqué ici, Sean O'Malley, il sera trop rapide dans ses déplacements, trop précis dans ses déplacements. Il va toucher, frustré. Dvalishvili va de plus en plus surengagé et puis il va se faire connecter et se faire éteindre. Et puis ça peut aller dans les deux sens aussi. On peut avoir un O'Malley qui domine en pied-point les deux premiers. Il cherche trop à éteindre Dvalishvili, il se fatigue à la tâche et puis il perd les trois derniers parce que il y a un retournement de situation avec la lutte de Dvalishvili. Tous les scénarios sont possibles. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce combat. Donc plutôt que pronostiquer, parce que moi j'arrive pas du tout à me prononcer. Préférence d'abord. Préférence. Sportivement parlant, j'aimerais voir le style de Dvalishvili l'emporter, tu vois. Parce que, Ok. on va dire, c'est celui que j'enseigne. Je pense que c'est un peu l'avenir du MMA et que je pense que ça permet de monter à ce niveau-là actuellement. Donc le shoot boxing, dirty boxing, donc être capable de shooter pour boxer et être capable de boxer pour lutter. Pour moi, c'est vraiment l'avenir et donc clairement sur le plan sportif, pour moi, en tant que coach, c'est vraiment ce style-là que j'aimerais voir emporter face à ce genre de problématique qu'est Sean O'Malley. Maintenant, sur le plan fan, on va dire, sur l'autre côté, sur le striking, les changements de garde, eh bien, clairement, Sean O'Malley, c'est vraiment, ouais, ça me plairait énormément, tu vois. Ouais. Mais là, on est au plus haut niveau de ce qui peut se faire, tu vois, C'est clair. en striking MMA et en lutte MMA. Donc, Ouais. C'est une des plus belles oppositions de style qu'on peut organiser à l'UFC à l'heure actuelle. Et dans les deux cas, c'est beau de voir les deux au sommet. Parce que ça va leur offrir des beaux combats aussi, parce que au-delà de l'aspect sport et de l'aspect fan, il y a aussi l'aspect quelle suite. Moi, à la base, j'avais dit, si Sandhagen bat Nurmagomedov, je veux que ce soit O'Malley, et l'inverse, si Oumar bat Sandhagen, je veux voir Dvalishvili. Et là, je suis un peu en train de retourner ma veste, tu vois. Autant Merab contre Oumar, ça m'intéresse énormément. Autant un O'Malley qui bat Merab en ayant déjà battu Sterling par le passé et qui doit rencontrer Oumar derrière, ça m'intéresse. Et puis, comme on a dit plus tôt dans le podcast, cette possibilité d'avoir un O'Malley contre Topuria à un moment donné, j'ai envie que cette fenêtre reste ouverte, tu vois. J'ai envie que cette possibilité reste réaliste. Parce que, voilà, si on a un O'Malley qui défend ici contre Dvalishvili puis contre Oumar, je pense qu'il peut se permettre de monter et de mettre sa division un tout petit peu en pause. Et de l'autre côté, si Topuria défend contre Holloway et fait une autre défense après, je pense que lui aussi peut se permettre d'accueillir le champion bantamweight dans sa division. Et ce serait, en termes de vente et tout, ça ferait tout péter, quoi. Après, c'est vrai tu mets les deux à 2 victoires supplémentaires et tu les mets l'un contre l'autre dans une cage. Ouais, non, là, c'est stratosphérique. Donc moi, je t'avoue que j'ai pas de préférence, comme toi. Tu vois. Il y a plein de scénarios qui m'intéressent. Quand bien même Sean O'Malley perd, je pense qu'il y a rien d'impossible pour l'UFC à organiser. C'est clair. Et s'il y a l'argent, eh ben il y aura le combat, tu vois. Ouais. Et donc voilà, mais je m'attends à avoir peut-être une légère préférence pour Sean O'Malley parce que je trouve que, enfin, j'aime beaucoup aussi la préparation, tu vois, en amont, l'aspect stratégique. Et s'il nous fait une démonstration comme il a pu le faire, et qu'il trouve, parce que ça reste quand même des petites fenêtres de tir qu'il va avoir, ça reste un travail d'équilibriste. Je le vois plus comme un travail d'équilibriste d'un côté et de l'autre côté un travail de chantier, tu vois, genre t'arrives avec ton énorme
Truc là, t'avances et puis tu détruis tout sur ton passage, tu vois. Ouais, bulldozer, quoi. Bulldozer, voilà, tu vois. Équilibriste contre bulldozer. Attends, je me demande si j'ai pas utilisé le mot bulldozer dans mon intro. Maintenant, j'ai oublié parce que j'ai enregistré hier et ma Peut-être, mémoire est peut-être. courte pour le moment, mais je crois que j'ai utilisé bulldozer en plus. Donc peut-être que sur le plan sportif, bah, le côté un peu équilibriste me plaira plus, le plus, quoi. Ouais. Et en termes de pronos, t'en as un? Bah, si je dois me... Oh purée, en termes de pronos. Ouais, c'est complexe. Parce que O'Malley, t'as presque envie de te dire, bah, si je mets O'Malley, je dois mettre avec un finish assez tôt, plutôt. Ou bien c'est Dvalishvili de décision, quoi. Ou bien si tu te mouilles beaucoup parce que t'as dit que voilà, Dvalishvili finish, je me demande à combien est la cote de ça. On en parlera dans l'épisode de jeudi, en fait, ça. Ouais. Mais ça va être intéressant. Ça me laissera le temps de réfléchir pour jeudi. Ah, mais tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va laisser en suspens nos pronos jusqu'à jeudi. Exactement, on fait ça. Voilà, parfait. Les gens, ils s'étaient plaints parce qu'on mettait maintenant les pronos dans les vidéos exclusives réservées au Mans. Mais maintenant, elle sera disponible pour tout le monde. C'est juste que on se donne un temps supplémentaire de réflexion. Merci à tous d'avoir suivi. Maintenant, nous, on va enregistrer le Main Event. Ce sera une exclusivité membre. Merci à tous. Brian, merci pour la préparation. On a fait un long podcast, mais je pense que ce combat en valait particulièrement la peine. À très vite. Ciao, les amis. Ciao à tout le monde.